Donc, bienvenue sur la sensibilisation sur le handicap. Cette sensibilisation a pour vocation d'informer les salariés au handicap au sein des entreprises. Elle est faite en interne pour les salariés CME-CEST à l'occasion de la 26e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Parfois, on peut s'interroger sur le fait d'être concerné ou pas par un handicap. Parfois, on peut avoir aussi des préjugés autour du handicap. Par exemple, si on n'a pas un handicap visible ou si on ne se sent pas handicapé, même si on a des maladies ou des problèmes de santé qui nous empêchent d'accomplir certaines tâches, est-ce qu'on est concerné? Et encore, quand on est légitime pour effectuer des démarches? On va voir tout cela ensemble. On va d'abord parler du handicap, puis de quelques acronymes autour de cette thématique, qui parfois sont difficiles à retenir, comme OETH, RQTH, MDPH, AGFIP, puis des aides pour les salariés, de comment l'employeur peut garantir l'accessibilité à l'emploi, du rôle du service de prévention et santé au travail, de la prévention de la désinsertion professionnelle et des visites clés comme la visite des reprises, la visite des pré-reprises et d'un rendez-vous particulier qui peut être mené par un professionnel de santé ou pas et qui s'appelle rendez-vous de liaison. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet et je laisse la parole à Laetitia. Merci. Alors, je vais vous présenter en premier lieu, en introduction, quelques chiffres clés autour du handicap en France, ainsi que la définition du handicap et ses préjugés. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, il y a 12 millions de Français qui sont touchés par un handicap sur 67,4 millions de Français déclarés au 1er janvier 2021, d'après l'étude de l'INSEE, dont 1,5 million qui sont atteints d'une déficience visuelle et 850 000 ont une mobilité réduite. Plus de 80% des travailleurs handicapés en emploi exercent leur activité dans un cadre d'emploi ordinaire et 80% des personnes handicapées sont atteintes d'un handicap invisible. Slide suivante. 9,6 millions de personnes handicapées, c'est le nombre de personnes handicapées au sens large. Ce sont les personnes reconnues administrativement et qui déclarent avoir un problème de santé depuis au moins 6 mois et rencontrer des difficultés importantes dans leur activité quotidienne ou avoir eu un accident de travail dans l'année. Il y a 4,5 millions de demandes de prestations type allocation adulte handicapé, RQTH, donc reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé, carte mobilité, etc. Et ces demandes sont faites à la MDPH et ce sont les chiffres de 2017. 47% des personnes reconnues handicapées sont actives en France. Et parmi ceux-ci, il y a 35% en emploi et 8% qui sont au chômage. Et 32% des demandes concernent des cartes invalidité, priorité, stationnement. Slide suivante. Alors, la loi handicap du 11 février 2005 renforce la notion de handicap en donnant une définition du handicap d'après l'article L114. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Slide suivante.
Alors, on vous présente les différents logos du handicap que vous pouvez voir dans différents lieux. Alors, le logo de maladie invalidante, de déficience motrice en fauteuil roulant, des allergies, maladies cardiovasculaires, déficience intellectuelle, handicap mental, troubles cognitifs, déficience auditive, déficience motrice, visuelle et psychique ou maladie mentale. Slide suivante. Il peut y avoir des préjugés autour du handicap. Et ce n'est pas parce que j'ai un souci de santé que je suis handicapée. La notion de travailleur handicapé renvoie à plusieurs situations comme les troubles musculo-squelettiques, le diabète, la dépression, etc. Or, il existe une multitude de handicaps. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les a classés en 5 catégories. En handicap moteur, le handicap sensoriel, donc dans sensoriel, il y a aussi visuel, auditif, le handicap psychique, avec des pathologies telles que la schizophrénie, la psychose, la bipolarité, le handicap mental, avec les déficiences intellectuelles, et les maladies invalidantes, où on peut retrouver les cancers, l'insuffisance rénale et cardiaque, diabète, asthme, mucoviscidose, etc. Slide suivante. L'OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Slide suivante. Donc, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, c'est un dispositif qui incite les employeurs privés et publics à embaucher des travailleurs handicapés à hauteur de 6% du total de leurs salariés. Et depuis le 1er janvier 2020, tous les employeurs, y compris ceux de moins de 20 salariés, doivent déclarer les travailleurs en situation de handicap dès qu'ils les emploient. Quel que soit le type d'emploi, donc CDI, CDD, stage, intérim, contrat d'alternance, mais seuls les employeurs de 20 salariés et plus sont assujettis à l'obligation d'emploi de 6%. Donc au moins 2 salariés sur 20. De personnes en situation de handicap qui doivent verser une contribution en cas de non-atteinte de cet objectif. Donc c'est l'employeur qui doit verser cette contribution à l'URSSAF ou à la MSA, donc c'est la mutualité sociale agricole. Cette contribution est ensuite reversée à l'association de gestion pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, qu'on appelle le plus souvent AGFIP, ou au fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, pour financer les différentes aides à la formation et à l'emploi. Les entreprises nouvellement créées ou celles dont l'effectif a atteint le seuil des 20 salariés ont un délai de 5 ans avant d'être soumis à cette obligation de versement. Slide suivante. Alors, qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés? Donc, l'OETH. Donc, il y a les titulaires de carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou être reconnu travailleur handicapé, donc RQTH, être titulaire d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou maladie contractée en service. Les bénéficiaires mentionnés à l'article L241-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre. Les titulaires de l'AAH, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une rente. Et les titulaires d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins de 2/3 leur capacité de travail ou de gain. Slide suivante. À quoi correspond la mention OETH pour l'employeur? Donc, cela permet de respecter le principe de non-discrimination, de permettre à toute personne d'accéder à un emploi en fonction de ses compétences et de sa capacité de travail et de ne pas limiter l'accessibilité aux normes du bâtiment, mais à étendre les règles et outils de conditions de travail. Slide suivante.
À quoi correspond la mention OETH pour le salarié? C'est de pouvoir avoir les mêmes droits que les autres salariés et de bénéficier des mesures de compensation qui peuvent prendre plusieurs formes, comme des aides techniques, organisationnelles, des développements de compétences, une mobilité interne et autres. Et c'est tout ça sur prescription du médecin du travail. Donc, l'interlocuteur privilégié, bien sûr, est le service de prévention et de santé au travail. Slide suivant. Alors, pour la RQTH, je te passe la main. Merci Laetitia. On parle maintenant de la RQTH, acronyme qui signifie reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés. On retrouve la définition des travailleurs handicapés dans le Code du travail. Toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. La RQTH est un statut qui permet d'avoir accès à un ensemble de mesures mises en place pour favoriser soit l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, que de favoriser leur maintien dans l'emploi. La RQTH permet donc de bénéficier des dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle, par exemple stage de réadaptation, de rééducation, contrat d'apprentissage. Elle permet également de bénéficier d'aménagement des horaires de travail, d'adapter les postes de travail par l'achat de matériel adapté à l'handicap, par exemple, comme logiciel spécifique. Elle permet encore de bénéficier d'aménagement des concours de la fonction publique ou recrutement contractuel spécifique. Et enfin, permet aussi de bénéficier de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, OETH, dans un secteur privé et public, comme Laetitia nous a dit tout à l'heure. Qui sont les bénéficiaires de la RQTH? Toute personne dont les possibilités de conserver ou obtenir un emploi sont réduites du fait de la dégradation d'au moins une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique. Pour bénéficier de la RQTH, il faut avoir plus de 16 ans. Sa durée peut varier en fonction du handicap. Peut être une durée déterminée ou illimitée. Elle peut être attribuée à vie si le handicap ne peut pas évoluer favorablement. Et en cas de durée déterminée, la RQTH peut être renouvelée. Donc, est-ce que si j'ai un handicap, je peux prétendre à la RQTH? Pour l'obtenir, il faut absolument faire une demande sur un formulaire papier ou directement en ligne selon la situation géographique, parce qu'il y a des différences dans un département à l'autre. Donc, il faut constituer un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Il s'agit d'une démarche volontaire et personnelle. Pour avoir le statut RQTH, il faut quand même attendre la validation de notre demande suite à un passage en commission. MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, on vient de le dire. La MDPH est identifiée comme la structure autorisée à recevoir toutes les demandes liées aux handicaps. Et il s'agit des structures qui accueillent du public, donc on peut s'y rendre physiquement pour avoir des renseignements ou des aides dans la démarche, parce que parfois ce n'est pas évident de monter le dossier tout seul. Donc, on a dit, pour demander le statut RQTH, il faut vraiment monter un dossier qui est constitué d'un certificat médical attestant le problème de santé
Et attention, les certificats doivent avoir moins de 6 mois pour être valables. Puis, il faut remplir un formulaire SERFA et joindre des pièces justificatives. Le formulaire SERFA est disponible gratuitement sur le site MDPH, mais aussi à la CAF ou dans les centres d'action sociale, par exemple. Dans ce formulaire, il y a une partie à remplir pour le salarié lui-même, une partie destinée au médecin traitant, et s'il s'agit d'une procédure accélérée, une partie à remplir par le médecin du travail. Effectivement, pour faire face à un risque d'inaptitude ou de licenciement, on peut demander de faire reconnaître le statut des travailleurs handicapés dans une situation d'urgence. Et le médecin du travail est là pour vous aider et normalement dispose de formulaires spécifiques ou à défaut, il est possible de les obtenir auprès des maisons départementales pour les personnes handicapées. Et une fois que le dossier est envoyé, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui accorde la RQTH. Donc, quelles sont les aides pour le salarié en situation de handicap? Slide suivante. Alors, le statut de travailleur handicapé permet aux salariés de bénéficier d'aménagements de poste, de réaliser des bilans de compétences ou des formations dans le cadre d'un reclassement, de solliciter l'accompagnement d'un conseiller pour aider la personne en situation de handicap à trouver un emploi ou à progresser dans son emploi. Elle permet aussi de demander à travailler dans un établissement ou service d'aide pour le travail, que l'on appelle ESAT, sur avis de la MDPH, donc de la Maison départementale des personnes handicapées, et de bénéficier de l'intervention d'une cellule Cap Emploi et d'autres prestations de l'AGEFIP. Slide suivante. Il y a un cas particulier reconnu par l'AGEFIP, c'est la RLH, donc la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Slide suivante. Lorsque les conséquences financières du handicap du salarié sont très importantes, même après aménagement optimal de son poste de travail, la lourdeur du handicap peut être reconnue pour compenser financièrement les charges de l'employeur dues à une productivité moindre, une organisation particulière du travail, un accompagnement social ou professionnel, ou l'aide ou l'accompagnement apporté par un tiers ou un tuteur. Les charges sont évaluées en fonction de l'aménagement du travail, s'il perdure, et si ce handicap est périn, et en fonction aussi du poste de travail de la personne en situation de handicap. La RLH est accordée pour une durée de 3 ans renouvelable et elle ouvre droit à l'attribution de l'aide à l'emploi, donc l'AETH, selon l'importance des dépenses supportées par l'employeur. Slide suivante. Quelles sont les personnes éligibles? Donc, les personnes reconnues bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et possédant un justificatif comportant les dates de validité. Le justificatif doit être d'une durée de validité d'au moins 6 mois aussi, à compter du jour du dépôt. Si ce n'est pas le cas, le justificatif valide doit être accompagné de l'accusé de réception de la demande de renouvellement. Et qui peut faire la demande? Donc, tout employeur relevant du secteur privé ou public, ou tout travailleur exerçant une activité non salariée par lui-même. L'employeur doit bénéficier pour son salarié d'un justificatif, comme je vous l'ai dit, d'une durée d'au moins 6 mois. Slide suivante. Alors, cette attribution d'aide est faite trimestriellement sur déclaration des heures de travail réalisées. Le montant annuel de l'aide est fait par poste de travail occupé et de
550 fois le SMIC horaire pour une décision à taux normal, 1095 fois le SMIC horaire pour une décision à taux majoré. C'est l'AGFIP qui finance cette aide. Slide suivante. Donc l'AGFIP, c'est l'Association nationale de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Slide suivante. L'employeur peut demander le soutien de l'AGFIP ou du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique. L'AGFIP et ses partenaires conseillent, informent les entreprises sur l'ensemble des dispositifs dédiés à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées, se rapprocher du service de santé au travail pour connaître les aides. Slide suivante. Alors, comment garantir l'accessibilité à l'emploi? Slide suivante. Comment l'employeur peut-il garantir l'accessibilité à l'emploi? Donc, l'employeur peut bénéficier d'aides financières sous certaines conditions attribuées par les organismes de placement spécialisés pour, par exemple, l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle, l'aide à l'adaptation des situations de travail, l'aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l'emploi, l'aide à l'obligation au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'aide à l'emploi des travailleurs handicapés et l'aide à la formation dans le cadre d'un maintien dans l'emploi. Slide suivante. Quel est le rôle des SPST, donc les services de prévention et de santé au travail? Slide suivante. Les SPST conseillent les employeurs, les travailleurs et les représentants sur les dispositifs et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel mentionné à l'article L 4161-1. Donc, les SPST ont un rôle, une mission de conseil. Et tout cela aide à éviter la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. Donc, pour cela, ils doivent identifier des facteurs de risque professionnel, analyser les conditions réelles de travail, faire la formulation de préconisations et de conseils et aider à l'accompagnement, à la mise en place de ces préconisations. Donc, un seul préalable, bien sûr, c'est d'en parler au médecin du travail pour que tout cela ait lieu. Sa consultation est couverte par le secret médical. Il sera conseillé sur la démarche la mieux adaptée et veillera à son bon déroulement. La déclaration du handicap vise surtout à faire valoir un statut et donc à protéger l'agent ou le salarié pour le privé. Slide suivante. La prévention de la désinsertion professionnelle, PDP. Slide suivante. Donc, la cellule permet de l'étude des différents projets professionnels grâce au maintien dans l'emploi et grâce au maintien en l'emploi. Donc, le maintien dans l'emploi permet aux salariés d'être dans le même poste avec aménagement ou d'avoir un reclassement à un autre poste dans l'entreprise. Tandis que le maintien en emploi permet un reclassement dans une autre entreprise ou la création d'une entreprise, départ à la retraite, etc. La CMEE, avec le concours de l'employeur et des partenaires du réseau PDP, a pour objectif, par le biais d'une prise en charge globale, l'optimisation de la situation du salarié. Slide suivante. Donc, je te laisse la main. Merci Laetitia. On parle maintenant des visites médicales qui contribuent au maintien en emploi. Nous avons d'abord la visite des reprises qui s'avère obligatoire et la visite des pré-reprises qui est très importante bien qu'elle ne soit pas obligatoire. Je voulais vous dire aussi qu'il y a une nouvelle visite pour les salariés, la visite de mi-carrière,
que la loi pour renforcer la prévention en santé au travail a introduit récemment. Et ces visites ont lieu pendant l'année civile du 45e anniversaire et a parmi ses objectifs celle d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle d'un salarié. Donc, de détecter au plus vite des altérations de l'état de santé et parfois des situations de handicap méconnues, et de permettre en conséquence aux professionnels de santé d'agir au plus vite dans un accompagnement individualisé. Donc, si on parle de la visite de reprise, elle est obligatoire dans certaines conditions. Après congé maternité, après une absence pour maladie professionnelle ou pour un accident du travail d'au moins 30 jours, ou encore pour un arrêt de plus de 60 jours, donc 2 mois, pour maladie ou accident non professionnel. Elle est réalisée par un médecin du travail, dans l'idéal le jour de la reprise effective, ou au plus tard dans un délai de 8 jours après la reprise. Elle est organisée par l'employeur. Elle permet de vérifier la compatibilité du poste de travail du salarié avec son état de santé. La visite de pré-reprise est réalisée au cours d'un arrêt de travail, donc avant la reprise effective, et permet d'anticiper le retour au travail dans de bonnes conditions. On a dit donc qu'elle n'est pas obligatoire, mais peut être réalisée quand même à l'initiative de plusieurs personnes. Du salarié lui-même, du médecin traitant, du médecin du travail, du médecin conseil ou de la CPN. Ne donne pas lieu à une attestation de fin de visite. On doit bien retenir que l'employeur n'est pas nécessairement au courant de cette visite. C'est à discrétion du salarié de l'alerter. Cette visite peut par contre donner lieu à des recommandations qui sont transmises au médecin conseil ou à l'employeur, mais si seulement le salarié est d'accord. La visite de pré-reprise, donc on a dit, doit être faite pendant l'arrêt de travail, et pour bénéficier de cette visite, l'arrêt de travail doit être supérieur ou égal à 30 jours. Son but est de favoriser le maintien dans l'emploi et effectivement, à l'issue de cette visite, le médecin peut orienter les salariés, si nécessaire, vers la cellule maintien dans l'emploi pour bénéficier de l'accompagnement et avoir un suivi individualisé et des aides spécifiques selon ses besoins. Maintenant, je passe la parole à Laetitia pour parler du rendez-vous de liaison. Merci. Alors, slide suivante. Donc, le rendez-vous de liaison est un nouveau dispositif depuis la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Donc, cela permet aux salariés en arrêt de travail de plus de 30 jours de façon continue ou discontinue d'avoir un rendez-vous avec l'employeur, un professionnel de santé et pas que, cela peut être un professionnel de prévention pour permettre de bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, cette visite, elle peut être à l'initiative du salarié ou de l'employeur et cela permet d'organiser une reprise dans les meilleures conditions. Donc, on l'a mis aussi dans le webinaire parce qu'une personne en situation de handicap peut aussi demander ce type de visite. Donc, nous avons fini avec la présentation du webinaire sur le handicap. Je vous remercie pour votre attention. Alors, avez-vous des questions? Je vous remercie aussi.
et on arrête l'enregistrement.